Salut à tous et bienvenue sur Blood is the New Black pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit de ma deuxième vidéo d'update lecture. En fait, j'aime bien vous parler de ce que je lis, alors je me suis dit que j'allais continuer à en faire, même si comme je ne publie pas ces vidéos-là sur mon blog, c'est pas forcément les vidéos qui ont le plus de vues, mais c'est des vidéos que moi j'aime bien. Donc j'avais tourné la précédente vidéo aux alentours du 15 octobre. Nous sommes le 15 novembre, donc je vais vous parler de ce que j'ai lu pendant ce mois, et pour une fois, il y a vraiment pas mal de bouquins. Le premier bouquin que j'ai lu sur ce mois, ça s'appelle The Book of Ivy. C'est publié aux éditions Lumen et c'est écrit par Amy Angel. Il s'agit du premier tome d'une série de young adult, c'est-à-dire qu'on est dans une dystopie, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus à la mode en ce moment. En gros, il y a eu une guerre, il n'y a pas énormément de survivants, on est dans un monde fermé, et dans ce monde fermé, il y a eu deux camps qui se sont opposés, en gros le camp des libéraux et le camp des un peu moins libéraux on va dire. Ils se sont un peu bastonnés, mais comme il n'y a plus beaucoup d'humanité, le gouvernement en place a décidé qu'il allait forcer les enfants de ces deux groupes à se marier entre eux, et donc il y a des mariages arrangés. Ouais, ça sonne un peu bizarre comme concept, mais c'est le concept du livre, donc on va l'accepter comme tel. Donc ici, on a notre héroïne qui s'appelle Ivy, elle est du camp des démocrates, ceux qui ont un peu perdu dans l'histoire, et elle doit se marier, sauf que le monsieur avec qui elle doit se marier n'est autre que le fils du chef du camp adverse, et elle a pour mission secrète, bien sûr, de l'assassiner. J'ai du mal à trouver le pitch crédible, mais je me suis forcée à l'accepter pour la suite du bouquin. Donc finalement, la suite du bouquin est pas si mal quand on a accepté l'histoire totalement rocambolesque. Ça se lit bien, c'est plutôt bien écrit, c'est repose-cerveau au possible. Par contre, Ivy est une héroïne plutôt pas mal, c'est une héroïne forte, qui se bat pour ses droits, etc. Donc je trouve que c'est une héroïne positive à donner à une ado. Moi je suis peut-être un peu trop vieille ou un peu trop blasée, je sais pas trop. Finalement, il se trouve que le mec du camp adverse, c'est pas autant un salaud qu'on pourrait croire. Ça fait 350 pages, c'est de la lecture facile, vous pouvez l'offrir sans aucun souci à votre ado qui adore la dystopie, ou si vous êtes client du young adulte, vous pouvez le lire sans aucun souci. Mais moi, les dystopies du genre, j'en ai un petit peu trop lu, je dois l'avouer quand même. Le deuxième livre que j'ai lu, je l'ai pas retrouvé, je sais pas du tout dans quelle étagère je l'ai foutu, donc je vais vous en parler sans le livre. Il s'agit de La dernière fée de Bourbon, paru aux éditions du Chat Noir et écrit par Ophélie Bruno. C'est paru dans la collection Cheshire, c'est-à-dire que c'est plutôt axé young adulte. Par contre, on n'est pas dans une dystopie. On est dans une uchronie, sauf que à part quelques petits détails, ou si vous êtes calé en histoire, ce qui n'est pas mon cas, vous n'allez pas forcément voir que c'est une uchronie, mais peu importe. Ça se passe dans une réunion, l'île de la Réunion, on est bien d'accord. Une réunion qui est peuplée par un certain nombre d'êtres élémentaires comme les salamandres pour le feu, ce genre de choses. C'est des petites bestioles, etc., toutes mignonnes, mais qui sont massacrées. Et on suit notre héroïne qui a été élevée sur l'île voisine mais qui revient à l'île Bourbon pour se marier. Donc l'île Bourbon, la Réunion, c'est la même chose. Elle va y rencontrer un certain nombre de personnages, être prise dans un certain nombre d'intrigues politiques autour de cette extermination des êtres élémentaires. C'est du young adult, donc le style est simple, ça se lit très très bien, ça fait quelque chose comme 400 pages je crois, mais ça se lit très très vite. J'ai particulièrement apprécié que l'héroïne soit pas aussi niaise qu'on pourrait y croire et qu'on n'entre pas dans les clichés dans lesquels on entre habituellement, parce que la nana qui va se marier, j'en ai vraiment ras le cul. C'est pas du tout l'histoire du mariage forcé qui se passe trop mal, machin truc. J'ai particulièrement apprécié que ce soit un roman de fantastique qui se passe sur l'île de la Réunion, et en plus l'auteur a l'air de vraiment bien connaître l'île de la Réunion. C'est super agréable parce qu'on ne voit pas souvent des bouquins de fantastique dans ce genre de cadre. Les personnages secondaires sont plutôt pas mal, j'ai particulièrement apprécié l'héroïne et sa servante Kala, qui est tout en discrétion mais est quand même un personnage assez fort. Bon, le dénouement escalade peut-être un peu vite, mais dans l'ensemble c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. Donc je vous la conseille si le pitch vous intéresse, si vous avez envie de voir une réunion fantastique par exemple. Après ces deux lectures plutôt typées fantastique et young adulte, je suis partie au Japon. Et donc au Japon, j'avais emmené un certain nombre de livres, mais je ne vais pas pouvoir vous présenter les objets physiques ici, tout simplement parce que je les ai lus là-dessus. Je les ai lus sur ma Kobo. On a adopté la Kobo comme une méthode alternative, tout simplement parce que quand on part en avion pour 2 semaines, moi j'ai besoin de 5 à 6 livres pour tenir. Donc vous imaginez la place que ça prend dans ma valise en temps normal. La Kobo c'est juste la révolution totale parce que je n'ai absolument pas à me préoccuper de la place et du poids que ça va prendre.
Donc en faisant mon marché pour ma Kobo, j'ai commencé par prendre les nouvelles sorties d'auteurs que je connaissais et que j'appréciais. Et ensuite j'ai fait des recherches Japon, auteurs japonais, etc. Parce que quand je vais dans un pays, j'aime bien lire des livres en rapport avec ce pays tout simplement. Toujours est-il que le premier des bouquins que j'ai lu dans l'avion pour le coup, c'était Opération Napoléon de Arnaldur Indridason. Donc Arnaldur Indridason, c'est un auteur islandais que j'avais découvert à l'occasion de mon voyage en Islande, là encore en cherchant des polars islandais tout simplement. Il vient tout juste de paraître genre le 1er octobre aux éditions du Métallier Noir, mais en réalité c'est un roman qui a été écrit en 99. Ça veut donc dire que ça a été écrit avant toute la série policière pour laquelle Arnaldur est connu. C'est un thriller, ce n'est pas un roman policier, c'est vraiment un thriller, c'est-à-dire qu'on passe très vite dans l'horreur, il y a de la conspiration gouvernementale, etc. Donc le pitch, c'est qu'en 1945, il y a un bombardier allemand qui s'est écrasé sur le Vatnajökull, qui est genre le plus gros glacier d'Islande. Et bah, du fait du climat, des tempêtes de neige, etc., cet avion n'est jamais reparu. De nos jours, soit en 99 pour le coup, nous avons des images satellites qui indiquent au gouvernement américain que cet avion est remonté à la surface. Et à partir de là, il s'ensuit toute une histoire plus ou moins enlevée entre le gouvernement américain qui veut récupérer cet avion mais dans le plus grand secret, des secouristes qui sont en opération sur le Vatnajökull, etc. Je voudrais pas dire que c'est mauvais parce qu'il y a plusieurs choses que j'apprécie. Le fait que ça se passe en Islande et les écrits de Arnaldur Indridason retranscrivent extrêmement bien la géographie islandaise, le climat, etc. Et aussi apprécier le fait que ça soit de la conspiration autour de la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours un truc qui marche bien avec moi. Par contre, on sent quand même que l'auteur était relativement jeune à l'époque, c'est-à-dire que les personnages sont pas super développés, que c'est un roman qui est très court et donc qui va très très vite, voire trop vite. Les premières intuitions du personnage sont toujours les bonnes ou presque. Les personnages sont même pas développés, c'est juste des noms avec 2 pauvres traits de caractère et encore je suis gentille. Je l'ai lu vite, je vais pas le conseiller. Si vous aimez vraiment l'auteur et que vous aimez l'Islande comme moi par contre, c'est sympa de le lire, ça vous remporte en Islande direct, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous recherchez juste un thriller pour avoir un bon thriller, je vous le conseille pas forcément par contre. Le deuxième bouquin que j'ai lu, qui est le bouquin d'un auteur que j'apprécie énormément et qui vient de sortir, c'est Avec tes yeux de Cyr Cédric. Je suis une fan de Cyr Cédric depuis Ange Mort. Ici, nous avons un thriller avec un serial killer qui aime bien garder des yeux en tant que trophée. Et 2 personnes qui vont enquêter sur cette affaire et notamment le héros qui a une sorte de connexion avec le tueur puisqu'il peut voir avec ses yeux. D'où le titre. Donc, je vous l'ai dit, j'aime énormément Cyr Cédric. Et si vous aimez Cyr Cédric, je pense que vous allez retrouver dans ce roman pas mal des choses qu'on aime chez lui. Sa capacité à brosser des personnages en genre 2 coups de plume, c'est assez impressionnant. De même, pour les sujets que je connais très bien, comme par exemple tout ce qui a lien avec Internet, les chan IRC dont on parle pas mal dans ce bouquin, c'est correct, techniquement parlant c'est du bon, etc. Donc ça déjà, c'est un énorme plus. Le style de Cyr Cédric est toujours aussi fluide, ça se lit toujours aussi bien, c'est enlevé, il sait ménager le suspense, etc. J'ai trouvé que ce bouquin allait plus dans l'horreur que ses 2 ou 3 dernières productions. J'ai retrouvé vraiment le côté splatterpunk, vraiment suintant, dégoûtant, etc. qu'on pouvait retrouver dans Ange Mort. Dans certains moments, ça m'a rappelé le Korexki de Poppy Z. Bride, qui est un de mes bouquins préférés ever, ce qui est donc un énorme compliment. On est sur une course-poursuite sur un bon morceau du bouquin. Il y a certaines choses que j'ai réussi à deviner avant les héros, mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon bouquin, donc je peux que vous le conseiller. Après ces 2 auteurs que je connaissais, j'ai commencé à m'attaquer aux romans qui portaient sur le Japon. Donc le premier que j'ai lu s'appelle Un été au Kansai de Romain Slocombe. Je l'ai pris juste parce qu'il y avait Kansai dans le titre, je ne savais donc absolument pas à quoi m'attendre. Et je trouve qu'en fait c'est un roman épistolaire qui raconte la correspondance de Friedrich Kessler, un officier nazi, et sa sœur entre 39 et 45. C'est un roman qui est sorti cette année pour la rentrée littéraire, il me semble. C'est un roman qui est particulièrement intéressant parce qu'il nous parle de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale et moi c'est pas quelque chose que je connaissais forcément. Bien sûr, je sais qu'il y a eu la guerre au Japon, je ne sais pas réellement quelles en ont été les conséquences, je ne sais pas réellement, à part les 2 bombes, ce qui s'est passé, le déroulement des événements, comment ça s'est passé en termes de gouvernement, etc. Et ce roman en parle. Donc là-dessus c'est extrêmement instructif. De plus, les lettres de Friedrich Kessler
sont pour la plupart des lettres qui sont relativement crédibles, donc il n'a pas existé en vrai, c'est un roman fictif, hein, on est bien d'accord. C'est lui le vrai héros du livre, on n'a pas les lettres de sa sœur en échange pour une raison très simple, c'est qu'elles ont été perdues pendant la guerre. Du coup on suit sa vie à lui, on suit la vie de sa sœur en pointillé, notamment par rapport à ce qui s'est passé à Berlin pendant la guerre, donc pas forcément des choses très réjouissantes. Le livre s'étale donc sur une période de temps assez grande, hein, de 39 à 45, et il est vu par les yeux d'un mec qui certes est un employé à l'ambassade nazie, mais n'est pas pour autant un fan d'Hitler. C'est un de ces très nombreuses personnes qui n'étaient ni nazis ni résistants. C'est partie de ces gens qui se sont doutés de l'horreur qu'il y avait en place et qui n'ont rien fait. Donc je vais pas dire que Kessler est un personnage attachant parce qu'on a un peu envie de le secouer et de lui dire mais putain mec, si tu sais ce qui se passe, fais quelque chose quoi. Mais c'est réaliste, malheureusement j'ai envie de dire. Le bouquin devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de la guerre et on sait ce qui s'est passé au Kansai cet été-là, hein, malheureusement. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, je dois avouer, notamment parce que je l'ai lu quelques jours après être allée à Hiroshima, donc c'était quand même très fort comme bouquin. Je vous le conseille vraiment, pas parce que le personnage est attachant ou quoi, mais parce que il parle de la guerre, mais de la guerre du côté des vaincus, de la guerre du côté de Tokyo, du Japon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vie ordinaire pendant la guerre, c'est la vie d'un mec ordinaire pendant la guerre, avec tout ce qu'elle peut avoir de détestable, mais tout ce qu'elle peut avoir aussi d'intéressante, et ça fait vachement réfléchir, mine de rien, notamment malheureusement par rapport aux événements qui se sont passés dernièrement et notre futur peut-être. C'est un bouquin qui m'a quand même pas mal marqué. Après ce bouquin qui était certes très bien mais quand même assez intense et assez difficile à avaler, je me suis dirigée vers Les Dieux Chiens de Masako Bando qui est paru aux éditions Actes Sud en 2008. Donc ça se passe sur l'île de Shikoku, qui est l'île la plus reculée et la plus campagnarde. Moi ça m'a particulièrement intéressée parce que j'ai passé quand même plus d'une semaine sur l'île de Shikoku et ça me semblait intéressant de lire un bouquin qui s'y passait. Le pitch est simple, c'est on est dans un village où les gens commencent à faire des cauchemars la nuit, commencent à mal se sentir, etc. Il y a des personnes qui sont prises de sortes de crises, genre crise d'épilepsie, mais qui mettent ça sur le dos des dieux chiens. Donc les dieux chiens, c'est des dieux méchants qui sont gardés par une des familles du village et qu'il ne faut surtout pas énerver. Alors c'est pas vraiment un polar, c'est pas vraiment un thriller, on est sur quelque chose d'extrêmement contemplatif et d'extrêmement lent. Je pense que c'est une caractéristique qu'on retrouve très fréquemment dans les auteurs japonais, même si je n'en ai pas lu énormément. Toujours est-il qu'on suit notre héroïne, Miki, on la suit fabriquer du papier traditionnel, on suit sa petite vie toute simple, on a les ragots du reste du village, c'est vraiment quelque chose, c'est limite de la tranche de vie, et quand bien même il y a du surnaturel, c'est du surnaturel qui est très doux, très... je saurais pas dire, et qui fait que, malgré le fait que le livre ne fait que genre 200 pages, on prend nous aussi le temps de le lire. C'est pas une lecture facile comme peut l'être un thriller, page turner, etc. C'est vraiment quelque chose de plus lent, de plus intense aussi. Au final, je me suis pas mal attachée pour Miki, mais je sais même pas pourquoi, parce que c'est une nana comme les autres, qui a pas grand chose pour elle, qui fait du papier traditionnel dans une campagne merdique. Je sais pas. Si vous voulez lire une sorte de thriller mélancolique japonais, je vous le conseille. Moi j'ai beaucoup aimé, mais je saurais même pas vous dire pourquoi. C'est cette atmosphère de la campagne, c'est cette sérénité aussi quelque part, c'est cette faculté d'accepter sa vie et d'en être content. Je sais pas, c'est ce genre de choses qui font que j'ai apprécié cette lecture. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, en même temps je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais plus à une enquête policière ou ce genre de choses, donc il y en a pas, hein, voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. Après ces deux livres japonais, donc j'ai pris l'avion pour le retour et j'ai commencé à lire Wayward Pines de Blake Crouch. Donc c'est un bouquin que j'avais vu en allant à Auchan je crois. Ça disait pas grand chose si ce n'est que ça avait inspiré une série et qu'a priori c'était du polar fantastique. Je l'avais pris parce que c'est un petit livre et bon si ça a inspiré une série télé, je préfère toujours lire le bouquin avant de voir la série, donc voilà. Depuis que je suis rentrée en France, j'ai fait quelques recherches, donc la série, il n'y a qu'une seule saison. A priori c'était un pétard mouillé, c'est pas super bien, donc voilà. Mais en tout cas j'ai lu le premier tome. Donc dans ce premier tome, on a notre héros qui se réveille après un accident de voiture. Il se réveille dans l'hôpital de la petite ville de Wayward Pines, qui est une petite ville de la campagne des US. C'est un peu la petite ville idéale où tout le monde a sa petite pelouse, sort jouer avec ses enfants et son petit chien, voilà ce genre de truc.
Sauf que il n'a plus ses papiers d'identité. L'hôpital ne semble pas vouloir le laisser téléphoner à sa femme, ou alors elle ne répond pas. Et le shérif ne semble pas très coopératif. Il commence donc à se dire que cette petite ville tranquille des États-Unis cacherait peut-être quelque chose, et quelque chose de pas très cool, et que peut-être que l'accident qu'il a eu n'était pas si fortuit, on va dire. Nous sommes dans quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre d'autres productions américaines, donc l'auteur dit aussi s'être inspiré de Twin Peaks, c'est-à-dire la gentille bourgade paradisiaque machin qui en fait cache des choses bien dégueulasses. C'est un bouquin qui est très court, il doit faire genre 200-250 pages à tout péter pour le premier tome, ce qui fait que c'est assez rapide et assez simple, donc il n'y a pas vraiment énormément de héros à part notre héros, Ethan Burke. À part Ethan, il n'y a pas énormément de personnages qui sont développés. Par contre, j'ai trouvé que le côté c'est mignon mais il y a un truc chelou derrière était vraiment pas mal rendu, donc ça tient bien en haleine, et à partir de la 50e page, je ne pouvais plus m'arrêter, je dévorais les pages pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'irais pas jusqu'à dire que la fin est un petit peu simpliste ou que je l'avais découverte un peu plus tôt que le héros, mais dans l'ensemble c'est bien. Il y a des moments de terreur pure qui sont vraiment très bien rendus et où j'ai eu vraiment peur avec le héros. Ça veut donc dire que ça marche. J'ai commencé à lire le deuxième tome, mais a priori il est beaucoup moins bien et je pense que ça aurait pu juste s'arrêter à la fin du premier. Mais c'est une bonne lecture si vous aimez ce côté un petit peu glauque, surnaturel, ce côté un petit peu mystérieux, je ne peux que vous le recommander. Voilà, nous avons fini de parler de mes lectures du mois, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal en fait. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être permis de découvrir de nouvelles lectures. Donc je vous laisserai les liens en bas si vous voulez mon avis plus détaillé avec ma chronique de 500 mots sur chaque bouquin, etc. C'est sur If Is Dead, donc je vous laisserai les liens en bas. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous me laisserez un petit commentaire ou au moins un petit pouce vers le haut, moi ça m'encouragera à continuer. Si vous avez des livres à me conseiller, je suis toujours preneuse, particulièrement si vous avez des livres sur le Japon, et je veux dire des livres pas genre super connus, mais des choses peut-être un petit peu plus underground ou ce genre de choses. N'hésitez surtout pas à me les laisser parce que ça m'intéresse énormément. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.